on va accueillir maintenant Daniel Tron. Ce sera pas ici. C'est ça. Je te laisse. Bien, donc j'ai bien sûr perdu mes petites informations, mais je vais dire ça de mémoire. Donc Daniel Tron est enseignant-chercheur à l'université de Tours. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la science-fiction dans la littérature et le cinéma. Et donc aujourd'hui, il va nous parler de la science pour les jeunes dans la science-fiction. Oui, je vais essayer. Bonjour. Je vais beaucoup rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que c'est un peu notre drame. Nul n'est prophète en son pays et en France encore moins qu'ailleurs. Nous avons, quand le terme science-fiction a été inventé, il a été inventé aux États-Unis par un luxembourgeois sous deux figures tutélaires, qui étaient Jules Verne et H.G. Wells. La France est un des pères de la science-fiction. Elle est produit de notre culture. En bonne partie, elle s'est réalisée ailleurs. Et depuis Verne, c'est comme si quelque chose s'était éteint. On ne s'en sert plus. J'entends depuis tout à l'heure parler, et c'est une question récurrente, effectivement, d'une forme de désaffection, de désintérêt, en tout cas à l'école, de la jeunesse pour les sciences. Et on parle de la question du regard, on parle de raconter la belle histoire de la science, on parle d'expérience de pensée, on parle de réflexion éthique, et on parle de cette absurde dichotomie entre les littéraires et les scientifiques, et peut-être que le mal vient justement de là. Des histoires sur la science, du jeu sur la poésie des mots de la science, eh bien, ma foi, ça fait déjà un siècle qu'une forme littéraire s'y intéresse, creuse la question, annonce des choses, travaille main dans la main avec les scientifiques, avec les politiques, travaille à faire des textes qui sont passionnants, et ces textes ne se retrouvent pratiquement pas à l'école. Pour des questions qui n'ont rien à voir avec la qualité littéraire des textes, certainement pas l'intérêt que peuvent leur porter les jeunes, des questions presque mystérieuses de hiérarchie fantasmée entre les formes littéraires. Il serait de bon ton de n'employer dans les programmes de français que des choses qui ont été sanctionnées selon des règles qui, en tant que docteur en littérature, ne m'apparaissent absolument pas claires du tout, ou d'estimer qu'on est plus en prise avec le monde quand on lit un livre qui traite de la permanence des émotions de l'âme humaine, alors que quand un livre, lui, prendrait à bras-le-corps l'impact des sciences et techniques sur nous-mêmes et nos sociétés, celui-là serait dans le rêve, dans l'échappée, dans la fuite du réel. Je me suis toujours intéressé sur cette absurde inversion qui est que si j'ouvre un livre tout seul chez moi pour m'intéresser à la réalité de mes contemporains, je suis dans le réel. Alors que moi, quand je pose mon livre de science-fiction par lequel j'ai pu faire l'expérience de l'apesanteur, de la vie seule dans l'univers, d'une démarche scientifique à laquelle finalement je n'ai pas accès de manière directement, quand je ferme ce livre et que je vais voir des gens, j'ai l'impression de retomber dans le réel et que ma limite personnelle entre réalité et fiction est beaucoup plus claire. Bref, la science-fiction souffre de son image, souffre de son utilisation dans le langage et souffre de ses formes les plus populaires ou commerciales. Et pourtant, on peut faire beaucoup de choses à l'école avec la science-fiction, et on peut notamment, avant même de faire de la science, que ça nous permet aussi, on peut déjà créer un désir de science. On peut déjà motiver les gens. On s'interroge beaucoup depuis tout à l'heure, effectivement, sur les manières de rendre intéressant un message qui est déjà scientifique. Comment les gens vont-ils rester? Comment les enfants vont-ils se repérer dans cette forêt-là? Comment est-ce qu'on va réussir à leur faire passer un message, à les amener dans cette démarche très lente, d'effort continu et d'accrétion du savoir qui va les amener une forme de rigueur et de curiosité? J'ai envie, en tant qu'enseignant, pour le coup, de me poser avant ça. Mais pour rentrer dans une telle démarche, il faut déjà avoir envie. Il faut être curieux. Mais cette curiosité-là, elle naît si on l'accompagne, si on la fait fleurir, et si surtout on leur donne des histoires. Et le fait que ces histoires soient appuyées sur de la science, ou s'en inspirent, ou jouent avec ces images, finalement, c'est là le travail de l'enseignant et des autres d'aller, pour tout type de texte, d'aller chercher et de diriger le regard de ceux qui sont devant lui pour les diriger vers ce qui est intéressant. Alors déjà, j'ai le terme que je déteste le plus dans mon intitulé, j'ai le terme science-fiction. Malheureusement, ça ne veut rien dire.
C'est un espèce de grand sac dans lequel on met des choses qui n'ont strictement rien à voir entre elles. Un auteur de science-fiction bien connu de ceux qui aiment ça, qui s'appelle Norman Spinrad, un jour a dit la science-fiction, c'est ce qui sort sous le titre de science-fiction. Et c'est tout à fait vrai, c'est une réalité éditoriale. Prenons 2 exemples très récents, et que vous connaissez bien, parce que du film au livre, les différences se retrouvent. Nous avons récemment eu la sortie d'un film de science-fiction, Seul sur Mars, The Martian, qui rentre dans ce que les lecteurs de science-fiction, les scientifiques qui lisent de la science-fiction ont tendance à appeler effectivement de la science-fiction. On est proche de ce qu'on appelle son cœur dur. C'est-à-dire qu'on est dans une extrapolation cohérente avec les connaissances scientifiques et techniques de notre époque. C'est une expérience de pensée qui a pour principe fondamental ce qu'on appelle, nous, la cohérence cognitive. C'est un truc très simple. Quand je raconte un conte de fées, la physique est l'esclave de la morale. Si le héros a besoin de se révéler, de passer une épreuve pour devenir chevalier, mériter la princesse et perpétuer une monarchie de plein droit, et il a besoin à un moment d'avoir les outils qui lui permettent de se dépasser. Donc ça tombe bien, il tombe sur une épée magique qui lui permet d'affronter ceux dont la nature l'a doté pour qu'il puisse prouver qu'il sait se servir de cette épée. Et donc il a un dragon en face, impeccable. Je peux aller jusqu'à la fin de mon histoire. Dans le conte de fées, ce qu'on appelle la fantasy d'une manière générale, la physique est assujettie à la morale. Je vous prends un grand film de fantasy qui fait se révulser d'horreur n'importe qui aime bien la cohérence cognitive récente, la dernière Guerre des Étoiles. On ne peut rien faire comme science avec un film pareil. Le seul principe qui fait avancer le récit, c'est un principe de « il y a de la force, donc ça va marcher et tout est facile ». Bon, on va détruire la planète, il faut 2 minutes. Pas de problème. On a un grand méchant au début. A priori, c'est le plus puissant 6 de tout l'univers, mais à la fin, il ne peut pas se débarrasser de 2 newbies qui n'ont jamais tenu un sabre laser. Ça, vous voyez, un exemple de non-cohérence scientifique. Il se trouve que les 2 types de récits rentrent sous la même étiquette. D'un côté, on a ce qu'on appelle le space opera, ça, c'est la Guerre des Étoiles. Historiquement, c'est un genre qui émane du roman d'aventure. C'est un type de roman dans lesquels on va chercher l'exotisme. Donc, effectivement, on va remplacer les bateaux par des vaisseaux spatiaux, on va remplacer la princesse par une autre princesse, mais comme elle est plus loin, elle est plus dévêtue. On va remplacer le dragon par des monstres insectoïdes un peu bizarres. Et là, effectivement, on n'a pas grand-chose de scientifique derrière. Et de l'autre côté du spectre, on a ce qu'on appelle le cœur notionnel de la science-fiction, dont Jules Verne est un des pères, qui est ce qu'on va appeler la hard SF, ou la hard science. C'est pas très très beau d'une manière générale, mais dont les auteurs sont en général, pas tous, mais en général de très très solides formations scientifiques. Je vais pas rentrer sur le cas de Jules Verne en lui-même, mais on a des gens absolument légendaires dans le genre, comme Asimov en biochimie, comme Heinlein, qui est certainement celui qui a le plus fait, et qui a fini par rédiger le chapitre sur la physique quantique dans l'Encyclopédie Britannica, même si lui n'était pas au départ un scientifique. Et le point de départ, la visée de la science-fiction telle qu'elle est définie, telle qu'elle est inspirée par Jules Verne, redéfinie par Hugo Gernsback et par Campbell dans l'histoire éditoriale américaine, c'est une forme de fiction afin de former des générations de scientifiques et d'ingénieurs dans une idéologie très post-positiviste qui était cette idée que la science devait servir l'homme, que la science allait modifier la société, avec toujours ce rapport constant entre science et technique, pour 2 raisons. D'une part, la technique est souvent la partie la plus visible de la science, et quand on écrit une histoire, c'est aussi la partie souvent la plus intéressante, parce qu'il est assez difficile de rendre réellement passionnante le travail d'un scientifique. Réellement. On arrive à le faire avec des enfants, quand on leur met la main à la pâte, mais dans les récits de manière générale, c'est surtout la technoscience qui permet de construire des récits un peu fascinants, un peu intéressants. Et une chose, toujours en réaction à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'appétit des enfants pour les sciences est évident. Les expériences de la main à la pâte qui se poursuivent aujourd'hui sont absolument enthousiasmantes. Est-ce qu'on pourrait à un moment, dans notre école, dans nos collèges, arrêter de fouler du pied cet enthousiasme ? Est-ce qu'on pourrait commencer à effectivement avoir une vraie suite, à leur enseigner la méthode scientifique et à penser à intégrer les choses, notamment avec des récits qui permettent d'avoir à la fois des récits qui peuvent les accrocher eux,
parce qu'on a un contenu audiovisuel, parce qu'on a un contenu cinématographique, et là c'est le travail de l'enseignant, de les emmener à une enquête dans un film pour savoir ce qui, dans une projection dans l'avenir, dans une extrapolation technoscientifique, ce qui est de l'ordre du vrai, du probable, de l'impossible, qui rompt des règles, ne serait-ce que dans cette manière de faire les choses, on a tout à fait le développement d'un esprit critique à partir des images, mais on a aussi les prolongements sur la lecture. Je pense assez simplement qu'il est plus facile de faire venir quelqu'un à la lecture par Jules Verne avant de lui faire lire le Père Goriot et du Montesquieu. Je pense même qu'il y a une chance pour que, si on commence à donner aux enfants des formes qui sont plus attractives, peut-être pourrait-on même leur faire naître un plaisir de lecture qui les rendrait 100 fois plus ouverts à Montesquieu et à Balzac derrière, puisqu'ils auront déjà les outils, qu'ils auront déjà l'expérience de ce plaisir. C'était la première partie, plaidoyer enfin pour la science-fiction et pour ce qu'elle est dans les écoles. Ensuite, on peut travailler aussi, malgré leur mauvaise réputation, à partir de films. En tant que chercheur en littérature et cinéma de science-fiction, soyons honnêtes, travailler sur le cinéma de science-fiction, c'est accepter de voir 90% de produits, de films qui correspondent à un schéma très clair. On a eu pendant des dizaines d'années des films de monstres en latex, avec des contenus scientifiques extrêmement divers quand ils sont là. C'est pas toujours le cas, mais de temps en temps, on a quand même des choses sur lesquelles on sent bien qu'on a un biais pour intéresser des jeunes à des âges complètement différents. C'est pas grave si j'ai pas le son, je vais. De toute façon, on est en anglais. Je prof d'anglais, pardon. Ça, c'est un film de 1950. Il y a très très peu de films de hard SF dans l'histoire du cinéma. Très très peu de films qui prétendent une exactitude scientifique. Et là, on a un des prototypes de la manière dont le cinéma de science-fiction va mettre en scène la transmission du savoir. La difficulté d'un récit de science-fiction, c'est que si l'intrigue repose sur un fait scientifique ou techno-scientifique dont le lecteur n'a pas conscience, parce que ça peut être quelque chose de tout à fait spécialisé, il faut lui transmettre cette information pour qu'il comprenne la manière dont se déroule l'histoire. Donc là, la science-fiction n'a jamais rien à voir avec le réel. En 1950, Robert Heinlein nous pose les conditions techno-scientifiques d'une exploration lunaire. Le film est entièrement cohérent avec les technologies de l'époque, avec l'apparence de ce qu'il y avait, autant qu'il puisse l'être évidemment, puisqu'il faudra encore 20 ans et un effort sans précédent pour développer les technologies. Et comment ce film choisit-il de transmettre à son public les connaissances dont il a besoin ? Il décide. Le parterre de public que vous voyez, ce sont des généraux en chef, ce sont des gens du gouvernement à qui on décide de laisser Woody Woodpecker leur expliquer le principe de la propulsion. Donc on lui donne un fusil, on est aux États-Unis. N'oublions pas, on est aux États-Unis. D'ailleurs, dans le film, on pense que jamais le gouvernement ne pourra y aller. Il faut absolument des investisseurs privés qui, eux, ne sont pas embourbés dans une administration pour pouvoir y aller au plus vite. Ça n'a pas trop changé sur la conquête martienne 60 ans plus tard. Et donc on va expliquer aux enfants, par le menu, avec des dessins, quels sont les différents principes qui vont permettre d'atteindre Mars et comment on fait, évidemment, décoller une fusée. Si je vous passe les extraits en entier, on en a pour 4 heures. Voilà, donc je vais les couper. C'est à peu près le prototype des scènes de transmission du savoir scientifique qu'on va avoir dans la plupart des films. Et il se répète encore jusqu'à assez récemment. Si on regarde encore à notre époque la mise en scène du savoir, là on a un remake, donc là encore d'un film des années 50 qui s'appelle Le jour où la Terre s'arrêta, qui commence donc par un cours fantasmé d'exobiologie. C'est le seul organisme connu qui puisse vivre dans l'acide sulfurique. On voit bien que c'est de la fiction, tous les étudiants ont appris leur leçon. Oui, mademoiselle Rouani. Le Deinococcus radiodurans, découvert en 1956. La personnalité de l'enseignante suffit à rendre le cours attractif. C'est exact. Donc la Pompejana, le Thiobacille, le Deinococcus, lequel des trois aurait le plus de chances de survivre dans le milieu extrême du satellite de Jupiter Callisto? Et pourquoi? Tom, la lumière, s'il te plaît. C'est votre devoir de la semaine à remettre dans ma boîte avant minuit. Et ils vont le faire, fiction. Par contre, on remarque quelque chose qui est tout à fait symptomatique. Je vais juste faire une petite pause avant de vous enlever sur la représentation des maths dans l'espace. Une chose aussi tout à fait symptomatique. Ceci était censé être un cours de sciences. C'était une leçon de choses.
c'était de l'apprentissage par cœur, avec pratiquement aucun raisonnement, et une semaine pour aller sur Wikipédia et récupérer, faire un copier-coller qui permettra de rendre la copie. J'aimerais dire que, bon, c'est un film américain, ils n'y connaissent pas, j'aimerais dire que la manière dont on enseigne les sciences dans le secondaire est différente. Je n'en suis pas complètement sûr. Et il y a un autre trait pour lequel la science-fiction pourrait apporter mais vraiment une solution, c'est même pas apporter une solution, c'est la manière de l'aborder, qui est que on a quelque chose de tout à fait particulier. Moi qui suis angliciste, américaniste, il y a une différence philosophique fondamentale entre nous et les Anglais, ça on le sait, mais dans l'apprentissage qui est complètement fou. En France, on ne laissera quelqu'un mettre les mains dans le moteur que s'il est capable de comprendre de manière abstraite comment il fonctionne. Pour caricaturer un tout petit peu, tant qu'il n'a pas, compris exactement tout le mécanisme de la physique nucléaire, on va certainement pas le laisser essayer de juste, on va dire, poser les rivets sur une tuyère. Et le fait est qu'au fur et à mesure des réformes non concertées, qui en général se font relativement rapidement, on en finit à ne jamais rééquilibrer cette chose-là. Dans les filières scientifiques, on sélectionne en immense majorité des gens uniquement sur une capacité à l'abstraction, et là encore, sans jamais leur donner envie. Expliquez-moi à quoi sert un calcul d'angle, expliquez-moi que ça sert à envoyer un satellite, ou éventuellement à envoyer une boule de neige par-dessus la haie sur lui là-bas, que j'aime pas. Et là, tout ce travail-là, et on voit bien dans toutes les émissions que l'on évoque, dans C'est pas sorcier, dans la manière de... On pourrait parler dans les blogs scientifiques récents aussi de Tu mourras moins bête, de tout le travail qu'on voit sur les bandes dessinées, mais qu'à partir du moment où on commence à remettre cette abstraction-là dans une perspective concrète, curieuse, que tout d'un coup, la science se remet à avoir un toucher, une odeur, et qu'éventuellement on peut expliquer à un enfant, non pas qu'il doit savoir faire des maths pour passer dans la classe supérieure, mais il n'a pas envie d'aller dans l'espace un jour, il n'a pas envie de voler, il n'a pas envie d'aller explorer le fond des mers, mais si je pars de ça, les compétences induites pour arriver là et tout le cheminement, tout de suite, forcément, la chose est beaucoup plus motivante. Forcément qu'on se projette beaucoup plus. Si on rajoute des héros scientifiques ou des héros ingénieurs, ce qui est pratiquement le creuset ou le héros type dans la science-fiction, là on va même commencer à réussir à dépasser la barrière de l'âge, du moment des intérêts relativement relativement logiques, au moins pour une certaine période, et de relier ça par une identification au héros, par quelque chose de comme ça. Je veux dire. Ou aujourd'hui, si vous cherchez un endroit ou une forme ou un champ culturel aujourd'hui dans lequel le scientifique est sexy, et la science est sexy, c'est dans la science-fiction parce que ça a toujours été. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Reprenons la représentation des maths dans un film de science-fiction normal. Il faut la mettre en scène. Je suis toujours dans le même film. Keanu Reeves est inexpressif, c'est normal, c'est un extraterrestre qui est venu donner une leçon de maths ou de physique. 3 minutes, c'est totalement insuffisant. Mais on va essayer d'aller vite. Comment faire comprendre au public l'élégance de l'équation? On s'adresse quand même à un public très très limité, hein, surtout si entre deux équations on a le profil de Keanu. John Cleese s'est perdu dans cette production et donc l'affronte par tableau interposé. Je pense que les scientifiques de la salle se reconnaissent tout à fait là. Quand ils travaillent, évidemment, ils prennent une craie. Et là, pour que tout le monde ait bien compris, j'espère que vous avez vu... Vous avez vu ce qu'il a fait pour que même les béotiens en maths puissent comprendre ce qui s'est passé? Même moi, j'ai compris. Je suis littéraire, je le rappelle. Je suis allé trop loin? Oui, je suis allé trop loin, pardon. Attention, c'est là, ça se passe ici. Ça se passe ici, attention. C'est Keanu Reeves, il connaît le kung-fu. Et hop, il divise par 0. Tac! Voilà. On a compris que c'était de la science extraterrestre. C'est une des raisons pour lesquelles il est relativement difficile d'aborder les maths ou de la rendre intéressante dans un récit. Là, ils étaient au top, là. Ils étaient au top. Mais on peut avoir... je vais passer assez vite sur tout. Mais on a une manière, on a des récits qui peuvent remettre à peu près l'ensemble des compétences de base et ensuite de la théorie, justement, de réinsérer la science dans une histoire, afin que celle-ci puisse à nouveau nourrir notre histoire.
Et je pense qu'une scène comme celle qui vient donne beaucoup plus envie. Je crèverai pas ici. Je crèverai pas ici. Déjà, je crèverai pas ici. Ça, c'est une bonne raison de faire de la science. Il n'a pas d'autre choix. Atelier 33, 34, 35, 36, poulet à grenouille. On va calculer un peu. Notre mission en surface était censée durer 31 sols. Par sécurité, ils ont envoyé 68 sols de libres et c'était pour 6 personnes. En ne comptant que moi, j'ai de quoi tenir 300 sols que je dois pouvoir allonger à 400 en me rationnant. Donc, il faut que je trouve le moyen de cultiver assez de nourriture pour 3 ans. Sur une planète où rien ne pousse. Par chance, je suis botaniste. Mars finira par avoir peur de mes pouvoirs de botaniste. Et dans une toute petite séquence comme ça, on a déjà 100 fois les choses. Comme je disais, le moment vraiment de la réflexion scientifique, effectivement, quand Matt Damon, si vous prenez dans un autre film, dans la même séquence, Matt Damon aurait déjà cassé 3 bras et sauté d'un immeuble. Donc forcément, ça aurait été un peu plus haletant. Mais là, comme souvent, ceux qui n'ont pas vu le film, je suis désolé, mais ça va être dur. Tout ce qu'on a sur l'espace d'une minute, c'est justement déjà, on a l'enjeu de base, qui est cet enjeu de survie, qui est très à l'américaine, hein, cette espèce d'histoire individuelle qui va nous donner la porte de sortie collective. Et ensuite, si on réfléchit en termes de démarche, qu'est-ce qu'on a ? On a ce sens de l'ingénieur, celui qui va observer tous les éléments qu'il a autour de lui, absolument toutes les choses qu'il fait, le moindre placard qu'il ouvre, le fait qu'il soit sur les toilettes, qu'on nous fasse un petit signe comme quoi, attention, c'est mis sous vide, il va le récupérer dehors, le fait de compter absolument tout ce qu'il a, pour ensuite faire des rapports, faire son inventeur, ensuite de faire qu'il calcule, et après, enfin évidemment, il y a ses pouvoirs de botaniste. On a non seulement effectivement une mise en scène de la science vraiment héroïque, de la science héroïque d'un point de vue individuel, mais libérateur potentiellement pour l'ensemble de l'humanité, mais on a aussi, en travaillant sur des séquences comme ça, simplement sur, ok, qu'est-ce qu'il fait précisément ? Et avant même de l'avoir qui s'assoit à la table de calcul, on a le regard, on a le fait de fouiller, on a le fait de faire des connexions. Et finalement, le héros, en tout cas de la séquence des 2 tiers du film, c'est la botanique moderne. Lui, finalement, n'est qu'un véhicule. Métavic, avec ce genre de récit, qui ouvre sans aucun problème sur des récits comme les récits pour enfants d'Heinlein, dans lesquels il prend les enfants par la main, il les emmène sur une autre planète et il leur fait refaire des calculs, de l'observation spatiale. Ah, tu t'es réveillé, tu as vu ça clignoter, à quelle vitesse ? D'accord. Et pour pouvoir justement faire les calculs d'Ératosthène à l'époque, reprendre les enfants par la main, en partant de ça comme point de départ, Métavic en termes de lecture, d'envie, de culture scientifique, de démarche scientifique, de réconciliation des enfants avec leur école, avec la culture scientifique d'une manière générale, mais aussi on voit très bien évidemment le ferment qu'il y a avec la science-fiction au travail pluridisciplinaire. La plupart des profs qui seront capables de faire de l'analyse de récits sont-ils capables de faire l'analyse scientifique qui leur permet de dire aux enfants là c'est réaliste, là ça ne l'est pas. Bref, on a dans ce champ
qui bizarrement est notre enfant culturel de plein droit et qu'on a tendance à fouler aux pieds depuis cette époque-là, on a potentiellement, par une insertion intelligente dans des programmes, une solution pour faire fonctionner ces différentes réformes qui ont tendance à être plus techniques que de fond. Et je m'arrêterai là dans mon grand plaidoyer pour la science-fiction, pour les jeunes. Merci. Alors nous avons le temps pour quelques questions. Donc je vois déjà une main qui se lève là-bas. Vous avez un micro devant. Alors bonjour. Ma question est peut-être un peu très directe et pratique. Selon vous, à partir de quel âge peut-on justement intégrer l'ASF dans les programmes scolaires ? 4 ans ? Et pour être assimilé et comprise. 4 ans. Un âge minimal, honnêtement, j'en ai aucune idée. J'ai tendance à être très étonné par l'intelligence des petits. J'ai une collègue qui fait partie de la main à la pâte, qui est en train d'expérimenter actuellement, c'est ce qu'elle fait en postdoc en fait sur les manipulations d'expérimentation scientifique justement dès l'âge de 4 ans. Et elle me dit que c'est tout à fait étonnant. Je pense que le fait de diriger vers l'imaginaire, regarder les étoiles, etc., je ne sais pas vraiment à partir de quel âge on peut le faire. Voilà, je ne sais pas encore. Je ne sais pas du tout. Je manque cruellement d'expérience avec les premières classes pour pouvoir dire à quel point. Mais si on peut leur faire d'expérimentation, si on peut déjà leur faire de l'expérimentation scientifique, je ne vois pas de raison de ne pas leur raconter une histoire à partir de ça. Désolé pour cette non-réponse. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Bonjour. À part The Martian, enfin Seul sur Mars, quels autres films de bonne science-fiction vous recommanderiez ? Il n'y en a pas assez. Dans les bons films de science-fiction, comment dire, faire de la science avec de la science-fiction, c'est compliqué. C'est compliqué. Dans les derniers, on a une petite vague là qui est arrivée récemment. Tout dépend du thème en fait. Tout dépend du thème. On peut aborder beaucoup de thèmes. Sur des thèmes vraiment scientifiques, astrophysiques. Il n'y a pas grand-chose. On va dire qu'il n'y a pas grand-chose. On a celui-là, Mission to Mars, qui est un peu tout seul. Après, on va avoir des parties de films, en fait. On a eu Destination Moon, pardon. On a des séquences de Mission to Mars de Brian De Palma. Toute la première partie du film, qui est en hommage à Kubrick, qui est absolument brillante pour comprendre les enjeux du vide spatial, le fonctionnement de la gravité artificielle, etc. Récemment, on en a eu plusieurs. Je veux dire, Interstellar. Pour prendre Interstellar, c'est assez étonnant. Si on devait prendre le fond de la trame d'Interstellar, c'est un truc des années 50 complètement absurde. L'amour est quantifiable et c'est une force de l'univers. Quand j'ai vu ça à la fin du film, je ne savais plus où j'étais. Par contre, tout le développement du reste du film, là on a des choses hyper intéressantes sur le fonctionnement du temps relativiste, en fait, selon moi, l'utilisation de la SF, en tout cas audiovisuelle ou cinématographique, doit y avoir un filtre d'un enseignant. Et pour moi, le fait d'aller dans un récit de science-fiction, aller justement essayer de déterminer comme jeu d'énigmes ce qui est cohérent par rapport à ce qu'on sait, et les moments où on décolle, pour moi, ça fait partie intégrante de l'intérêt de la science-fiction. Si on veut aller directement dans le savoir scientifique, dans l'expérimentation scientifique, dans ces cas-là, autant leur mettre la main à la pâte, en direct ou par émission interposée. L'idée de la science-fiction, c'est de la mettre en intrigue. Voilà à peu près, parce que j'en vois pas qui soit intégralement de A à Z, qui soit vertueux ou qui essaye de l'être. Même dans The Martian, où pratiquement tout, et encore, le film nous fait grâce de beaucoup de développement qu'il y a dans le livre, parce que toute la dernière partie du film, en fait, où il va au point de rendez-vous pour réussir à redécoller, dans le livre, on a le nombre d'heures, il peut rouler 4 ou 5 heures, il doit s'arrêter 16, enfin, c'est quelque chose de très très contraignant. On a toutes les scènes où il y a les panneaux solaires tombent, il y a
vraiment tous les problèmes d'ingénierie, le film nous en fait grâce, et il finit sur un truc complètement absurde, où je vais percer ma combinaison, et au petit bonheur, je vais réussir à me déranger. Et ils sont tous un peu comme ça, dans les films en tout cas. Après, quand on veut traiter par contre de choses un peu plus éthiques, pour les questions éthiques, alors là par contre, on a un boulevard devant nous. Pour toutes les questions, on va dire, de biologie, de génétique, on a des choses comme Bienvenue à Gattaca, on a des séquences de Jurassic Park qui sont très très bien faites aussi. Pour l'analyse des médias, etc., on a des choses assez incroyables récemment. On a des choses comme Black Mirror à la télé anglaise, quelque chose extrêmement bien écrite sur justement la prospective à 10 ans du développement des technologies de l'information et leur intégration dans le corps. Il faut énormément aller picorer. Le problème... En 2 mots, le problème du cinéma de science-fiction, c'est que c'est un cinéma à grand spectacle qui fonctionne bien et donc qui coûte très cher. Un producteur qui investit beaucoup dans un film veut que son film soit un film à large public parce qu'il veut rentrer. Il veut simplement avoir un retour sur investissement correct. Et le problème de la science-fiction elle-même, quand elle est exigeante, quand elle est très scientifique, c'est qu'on est sur quelque chose de plutôt élitiste. C'est d'ailleurs ce qui explique en bonne raison pourquoi elle est si peu enseignée, à cause de cette dichotomie. Quand on a une formation littéraire classique, on est habitué à aller repérer la construction d'un texte, on a énormément d'écoles d'analyse littéraire, mais dans les écoles d'analyse littéraire, on a rarement un éveil à la culture scientifique, à l'état des connaissances en physique quantique, en physique relativiste, en génétique, on les a assez peu. Et du coup, beaucoup d'enseignants, en fait, se retrouvent un peu en porte-à-faux. Ils se sentiraient éventuellement à l'aise avec une partie, mais mal à l'aise avec l'autre. Et d'une manière générale, il y a un jugement de cette littérature-là qui est lié à son inadéquation aux outils d'analyse classique. C'est vrai que de temps en temps, quand on a des gens... quand on a un roman comme Robert Heinlein, dont le but, c'est d'illustrer de l'intérieur l'expérience qu'on pourrait faire d'un univers quantique. Il est assez difficile de juger la qualité d'un livre, étant donné le projet très spécifique de son écriture. C'est assez dur pour un littéraire d'évaluer la qualité du livre. Et du coup, les livres se retrouvent un peu entre deux, et un peu dans les univers de niche qui sont relativement peu solubles dans l'industrie du cinéma. Mais on arrive quand même à trouver des choses dans tout. Roland Lehoucq, sinon, a écrit un excellent bouquin sur la science de Star Wars, et ne serait-ce que ça sert à éveiller l'intérêt. Je veux dire, un sabre laser, mais rien qu'expliquer ce qu'il faudrait pour un sabre laser, mais enfin, un laser, un champ de force et tout, il est question d'énergie. C'est pour ça, quand on sait qu'on peut faire de la science sérieuse, même avec un récit de fantasy comme Star Wars, quand je vois le dernier et qu'on peut faire un passage à plus de 300 000 km par seconde, à moins de la couche d'atmosphère d'une planète, et ensuite se déplacer à pied pour aller de l'autre côté, et qu'on a une planète en train d'aspirer un soleil, et que thermiquement ça tient parce qu'il y a un circuit qui est là, et qu'il suffit que le meilleur pilote de la rébellion vienne coller un coup de laser dedans pour que la planète s'explose. Là j'ai un problème, là moi alors, je crois qu'on va s'arrêter là et on va remercier une deuxième fois Daniel Tron.